Bonjour à tous. Cette semaine, dans À savoir, on va parler d'ondes gravitationnelles avec Damir Busculic, l'un de ses découvreurs. Une découverte historique, un phénomène prédit il y a tout juste un siècle par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale. On va tenter de comprendre avec vous, Damir Busculic, bonjour, ce que sont ces déformations de l'espace-temps, plus précisément dans quelques instants. Et Olivier Ravel, le directeur du département de physique de l'Université de Nantes, qu'on connaît bien ici. Et vous nous direz notamment quel impact cette découverte a eu au sein de la communauté scientifique et quelle perspective aussi, évidemment, elle ouvre, vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Tout d'abord, quelques infos à retenir cette semaine et on commence par une date à marquer d'une croix sur votre agenda. Le 15 avril prochain, à l'école d'architecture, une conférence de Richard Stallman, l'informaticien américain, le pape du logiciel libre. Il a notamment créé le système d'exploitation GNU qui est à la base de Linux. Il est invité par l'association Ping pour une conférence sur les libertés numériques. Et c'est gratuit. Voilà. On vous parlait il y a 2 semaines aussi de l'intelligence artificielle avec Florian Richoux, l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui même, une nouvelle étape vient d'être franchie avec la défaite du meilleur joueur mondial de jeux de Go. Il s'agit de Lee Sedol face à une machine, en l'occurrence le programme AlphaGo, qui a été conçu par DeepMind. La revanche, c'est demain et on verra si l'intelligence artificielle reste plus forte sur la longueur. L'école centrale de Nantes et le bureau Veritas viennent de créer une chaire internationale de recherche sur le navire du futur. L'école centrale dont on voit ici le bassin des Carennes, c'était à l'occasion du test du PolarPod de Jean-Louis Etienne. Ce bassin des Carennes qui est capable de simuler des tempêtes. Il s'agira notamment, à travers ce programme avec le bureau Veritas, d'évaluer les performances des bateaux dans la houle avec des outils de simulation numérique. Damir Busculic, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'un des 1011 auteurs de cet article historique pour l'histoire des sciences. C'était le 12 février dernier. Le 12 février, on en a parlé partout. Et la veille, une conférence qu'on voit ici. D'accord. Voilà, ça c'était l'annonce côté américain de cette découverte. Donc, mesdames et messieurs, c'est historique. On a détecté enfin des ondes gravitationnelles. Nous l'avons fait. On attendait ça depuis une vingtaine d'années. Pourquoi autant d'enthousiasme ce jour-là ? On attendait ça depuis même plus longtemps que ça. La première, quand Einstein a fait ses premiers calculs, il s'est rendu compte que l'amplitude des déformations qu'on voulait détecter était ridiculement petite et qu'il pensait, à raison pour son époque, qu'on n'y arriverait jamais. On parle là de déformation de l'espace-temps. Hein. Enfin, alors, on va déjà essayer de comprendre ce dont il s'agit. Voilà. Donc, la gravitation, c'est, selon Newton, deux corps s'attirent parce qu'ils ont une masse. Bon. Einstein a montré que, en fait, on pouvait considérer qu'on est dans un espace qui peut se courber. L'espace-temps, l'espace et le temps peuvent se courber, et que ce qui fait la courbure de cet espace-temps, c'est la présence de masse ou d'énergie à un endroit donné. Et alors, cette masse et cette énergie vont courber l'espace-temps autour d'eux, courbure dans laquelle peuvent, entre guillemets, tomber d'autres masses. L'idée derrière, c'est que quand vous vous déplacez dans un espace-temps qui est courbe, vous ne suivez pas une ligne droite, vous suivez ce qu'on appelle des géodésiques, c'est-à-dire des lignes les plus droites possibles dans un espace courbe. Voilà. Alors, justement, dans ces calculs, ce qu'il a montré, c'est que si vous tapotiez en quelque sorte l'espace-temps, si vous arriviez à le faire se mouvoir de façon périodique, se courber de façon périodique, vous arriviez à obtenir des ondes, un petit peu comme on a à la surface de l'eau, des ondes de déformation de l'espace-temps qui se propagent. Et l'un de ces tapotements, si on peut dire, qui a eu lieu il y a plus d'un milliard d'années-lumière, plus d'un milliard d'années, c'était 1,6 milliard d'années, je crois. 1,3 milliard d'années, 2 trous noirs qui se percutent, qui fusionnent. Alors c'est un événement absolument titanesque dont on va peut-être voir des représentations graphiques. Et ça crée une onde, un peu comme si on jetait un caillou, c'est ça, dans l'eau. C'est ça. Les deux objets en question tournent l'un autour de l'autre. On voit sur la simulation les faits. Et
Ce faisant, ils émettent ces ondes gravitationnelles qui emportent une partie de l'énergie du système. Et donc, les deux objets vont se rapprocher parce le système en entier aura moins d'énergie. Les objets vont se rapprocher, tourner de plus en plus vite l'un autour de l'autre, émettre de plus en plus d'ondes gravitationnelles et finalement finir par fusionner. On appelle ça une coalescence. Donc, en l'occurrence, une onde, c'est-à-dire qu'au moment où elle passe sur moi, par exemple, le temps n'aura pas la même valeur que pour vous. L'espace se déforme. L'espace se déforme. Quand on est dans des espaces courbes, ce qu'on peut faire, c'est mettre un système de coordonnées, si vous voulez, sur cet espace. Là, en l'occurrence, c'est l'espace qui se déforme. Si on se place dans un autre système de coordonnées, c'est aussi le temps, mais en l'occurrence, dans celui qui nous intéresse, c'est l'espace qui se déforme de façon périodique. Une direction se contracte pendant que l'autre s'allonge, et périodiquement, la première va se dilater pendant que l'autre va se contracter, et ça de façon périodique. Olivier Ravel, vous avez été l'un des observateurs érudits, on va dire, de cette annonce. Pour la communauté scientifique, quel impact a eu cette annonce officielle ? Alors cette annonce, on peut la comparer à un événement assez exceptionnel de la physique, comme il y a peu, ça arrive peu de fois dans un siècle, je dirais. On peut penser récemment à la découverte du boson de Higgs, qui a été un grand événement, qui était attendu au CERN. C'est du même ordre. Et c'est à chaque fois des confirmations en fait de théories, de prédictions. C'est des prédictions. Et là, ce qui est encore plus beau, c'est que cette prédiction, elle a eu lieu il y a pile un siècle. Pile un siècle par Albert Einstein. Par Albert Einstein. Donc c'est vraiment un événement, un retentissement pour tous les physiciens, parce que. Et pour vous, physiciens, alors je ne sais pas s'il est possible encore d'avoir des doutes sur l'intégralité de la théorie de la relativité générale, mais vous dites, ça y est, Einstein avait raison sur tout, même les... Non ? Alors, la relativité générale, il y avait déjà beaucoup de preuves indirectes de sa justesse. Damir Buskulik nous en a parlé aujourd'hui toute la journée, donc il nous a montré beaucoup d'exemples. Mais c'est vraiment une preuve directe de la véracité des équations d'Einstein et des prédictions d'Albert Einstein. Donc c'est vraiment un grand événement scientifique, de physique, comme on rencontre très peu souvent. Alors quand on parle de déformation de l'espace-temps, elles sont infimes, ces déformations, elles sont si infimes que ça a été le défi technologique, ça a été de les détecter finalement. L'ordre de grandeur, pour donner un ordre de grandeur, l'événement qu'on a observé, la plus grande déformation en valeur relative, c'était 10 puissance moins 21. Alors juste pour donner une petite idée de ce que ça veut dire, c'est une déformation relative, c'est-à-dire que si vous prenez une certaine longueur, vous allez la déformer d'un certain pourcentage de cette longueur. En l'occurrence, si vous prenez la taille du système solaire, c'est comme si vous la contractiez ou vous l'étendiez, la taille du système solaire, de la taille de quelques atomes. Ah oui, c'est une rien petite du molécule. C'est pas grand-chose. Si vous prenez la distance de notre étoile à l'étoile la plus proche, c'est comme si vous contractiez cette distance qui fait aux alentours de 4 années-lumière, vous la contractiez de 40 microns, c'est-à-dire de la moitié de la taille d'un cheveu. Voilà. Et en l'occurrence, les détecteurs qu'on a utilisés, les deux détecteurs LIGO, font 4 km, les bras des deux détecteurs font 4 km de long. Ils ont été contractés ou étendus périodiquement du millième de la taille d'un proton. C'est-à-dire, il faut... Donc les deux détecteurs, ils sont situés aux États-Unis, l'un sur la côte ouest, l'un sur la côte est. Voilà, de distance. Et alors, oui, ça ne tient pas dans un labo. C'est-à-dire que ces bras, on perçoit leur déformation grâce à quoi on voit à l'image d'ailleurs une représentation, mais c'est quoi ? C'est des lasers qui mesurent... C'est un faisceau laser qui est envoyé sur une lame séparatrice. Cette lame séparatrice divise le faisceau laser en deux. Ce sont des ondes. Lorsque les deux faisceaux partent vers des miroirs, reviennent, se recombinent au niveau de la séparatrice, ils se recombinent, ça veut dire ils se superposent. Et comme ce sont des ondes, si on les superpose de façon à ce que, en gros, la crête de l'une des ondes corresponde au creux de l'autre, la superposition donne rien. En fait, on ne voit pas de lumière. Ils sont censés arriver en même temps. Ils sont censés arriver en même temps, mais on les décale très légèrement de façon à ne rien voir. D'accord. Paradoxalement, la lumière en question est renvoyée vers le laser. Et quand une onde gravitationnelle arrive, elle va contracter ou étendre l'un des bras et en opposition de phase, c'est-à-dire dans le sens contraire, étendre ou contracter l'autre bras, ce qui va faire que les deux ondes lumineuses, cette fois-ci, vont se décaler légèrement l'une par rapport à l'autre et donner de la lumière. D'accord. Donc concrètement, les scientifiques là-bas, les opérateurs ont vu un petit scintillement, un léger scintillement. Ils ont vu, alors on ne voit pas les petits scintillements, ce qu'on voit c'est une courbe sur
sur un ordinateur, voilà. Ils ont vu un petit frémissement, mais le frémissement, il n'était pas petit. Je veux dire par là que il était, quand on a vu l'événement, c'est un événement extraordinaire. Extraordinaire. La nature nous a fait un cadeau magnifique. Alors, vous travaillez donc à l'université Savoie-Mont-Blanc, au laboratoire d'Annecy, le vieux de physique des particules, j'ai répété juste avant. Alors là-bas, vous recevez des informations, vous les traitez, vous aussi, c'est votre travail de retraiter ces données? Pas exactement. Dans la collaboration, dans les retraitements des informations se fait en amont, se fait auprès des détecteurs, et puis on cherche beaucoup de choses. On cherche beaucoup de choses. En l'occurrence, ce n'est pas nous qui avons vu ce détecteur. Dans toute la collaboration, il y a des gens qui travaillent sur des transitoires, des signaux transitoires. Il y a des gens qui travaillent sur des signaux continus. Il y a des gens qui travaillent sur des tas de types différents de signaux. Et donc, ce que nous, on fait, c'est surtout, il y a deux aspects. Il y a un aspect de technique, qui est la construction de certaines parties du détecteur Virgo, en particulier alors, la Virgo, détection. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Virgo, donc il y a les détecteurs américains. Oui. En Europe, on a un projet aussi, c'est Virgo, qu'on voit à l'image. Oui. C'est ça. Et qui consiste, en fait, c'est un peu le même système. C'est le même système. Le système américain. Tout à fait. Donc construit à côté de Pise, c'est ça, en Italie? C'est ça. Et ça, vous y travaillez depuis un certain nombre d'années. Alors, en gros, ça a commencé depuis le début des années 90. Et ça va être opérationnel cette année. Et ça va être opérationnel cette année. Donc, il faut savoir que LIGO et Virgo sont en collaboration, c'est-à-dire qu'on travaille, non seulement on travaille ensemble, mais on a une collaboration qui s'appelle LIGO-Virgo Collaboration. Et les trois détecteurs sont ensemble, travaillent ensemble, et il est indispensable que ce soit ainsi. On va revenir là-dessus. Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est indispensable d'avoir des détecteurs à des endroits aussi éloignés de... Quand un détecteur tout seul, c'est un petit peu comme une de nos oreilles. C'est-à-dire que si vous vous bouchez une oreille, vous êtes incapable de dire d'où vient le son. C'est parce que vous avez deux oreilles que vous êtes capable de dire à peu près. Alors, pour moi, si j'ai deux oreilles, le son, il vient peut-être de là ou il vient peut-être de derrière. Je ne peux pas distinguer entre les deux directions. Vous voulez dire qu'on ne sait pas d'où venait ce trou noir qui... Alors, on le sait un petit peu. C'est-à-dire que quand on a deux détecteurs, on détermine sur le ciel un cercle par rapport à l'axe de vos deux détecteurs. Vous définissez un cercle sur le ciel, un cercle avec une certaine épaisseur. Si maintenant vous avez trois détecteurs, vous pouvez déterminer avec beaucoup plus de précision quelle est la position. Le fait que les deux détecteurs ne soient pas complètement alignés fait que l'amplitude de l'onde qui est détectée n'est pas exactement la même entre les deux, et on est capable de définir un peu mieux qu'un cercle. En l'occurrence, ça fait quand même 600 degrés carrés sur le ciel, ce qui représente, pour donner une idée, ça représente 25 000 lunes. 25 000 fois la pleine lune. Donc vous mettez 25 000 pleines lunes les unes à côté des autres. Non, 2400, excusez-moi. 2500 lunes. Bon, ça, c'est beaucoup. Donc vous avez ces lunes qui sont les unes à côté des autres. Et clairement, pour essayer de repérer là-dedans un flash lumineux qui serait la contrepartie optique de cet événement, c'est extrêmement difficile. Il y a des télescopes qui ont essayé, ils n'ont rien vu. Donc des nouveaux instruments de mesure, il y en aura en Europe, peut-être en Inde, d'ici quelques décennies. 2022, c'est prévu. D'ailleurs, le Premier ministre indien a accepté ou a annoncé que l'Inde s'engageait dans ce programme juste après, quelques jours après qu'on ait annoncé la découverte. Donc ça sert à quelque chose, quoi. Et des découvertes comme celle-ci, alors... Excusez-moi, juste, il y a aussi un détecteur au Japon qui, lui, va être opérationnel dans 1 an ou 2. Donc, c'est quelque chose d'important. Oui. C'est un peu comme les Jeux Olympiques pour une ligue de sport. À chaque fois qu'on fait une découverte comme ça attire de nouveaux étudiants dans les universités, d'après vous, ça, Olivier Ravel? Alors, je peux vous dire que, en tout cas, aujourd'hui, ça a attiré beaucoup de monde, puisqu'on avait ce qu'on a dit dans la journée, un peu la folle journée des ondes gravitationnelles, c'est le cas de le dire. Une conférence. On était très heureux d'accueillir Damir Busculic, qui participe d'ailleurs à nos formations, puisqu'il enseigne temporairement dans le master de physique. Et c'est vrai qu'on a rempli les amphis, et j'espère, en tout cas, que ça va susciter des vocations, parce que le champ de travail pour les futurs physiciens est immense.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Une conférence qu'on pourra peut-être revoir d'ailleurs sur la Web TV de l'université. Vous pourrez la retrouver sur la Web a été TV, captée. ouais. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. À très bientôt pour un nouveau numéro de Savoir. Merci.